Et revenons sur notre rendez-vous hebdomadaire avec Yasmine Karouani. Donc c'est l'heure de la chronique santé et aujourd'hui on va parler de nutrition avec, donc n'est-ce pas Yasmine, avec Absolument, les absolument. régimes qui se font à l'approche À de l'approche de l'été. l'été, On a besoin de savoir ce qu'il faut manger exactement. et Ce c'est qu'il le ne faut pas sujet. manger et surtout comment éviter les effets yo-yo. Mm. Pourquoi parle-t-on tellement d'effets yo-yo après un régime? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment comprendre tout ça? Et on Bien, va c'est comprendre ça tout de tout suite. de suite, absolument, sans plus tarder. En direct avec nous de Casablanca, le docteur Karim Louali, médecin nutritionniste. Bonjour docteur, un plaisir de vous avoir. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors, docteur Karim Louali, quand on entreprend un régime alimentaire en vue de perdre du poids, forcément après il y a un petit regain, ok, après l'arrêt du régime. Est-ce que c'est ce qu'on appelle forcément un effet yo-yo ou l'effet yo-yo c'est beaucoup plus prononcé que cela? L'effet yo-yo est beaucoup plus prononcé que ça. L'effet yo-yo veut qu'on reprenne tous les kilos qu'on a perdus avec un petit bonus en plus de 1 ou 2 kilos. Donc l'effet yo-yo, c'est reprendre tout ce qu'on a perdu avec un bonus en plus. Donc en fait, si on devait contextualiser clairement la définition, c'est récupérer tout ce qu'on a perdu avec un plus. Alors qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent à jongler avec cet effet yo-yo? Alors aujourd'hui, on a des explications scientifiques puisqu'il y a eu une très belle étude qui a été faite par les chercheurs de l'université de Bristol en Angleterre et qui a démontré que le cerveau est très intelligent. Hein. Il joue beaucoup sur nos émotions et il a appris à interpréter les régimes comme des courtes famines et donc forcément qui va exhorter en réponse la personne à stocker plus de graisse pour les pénuries futures. Donc, chaque fois qu'on est en régime restrictif, pour lui, c'est de la famine et il se prépare par la suite. Il fait plus confiance à la personne, à son corps, et puis il se prépare par la suite pour restocker, pour faire face à cette période de famine où on fait des régimes restrictifs. Ok, mais quand vous dites le cerveau se prépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que on lui ouvre, on va dire, le robinet pendant 48 heures, il se dit, c'est bon, je vais déclencher davantage l'effet le besoin de manger, c'est ça? Limiter l'effet de satiété? Plus que ça, c'est même pas l'effet de manger, c'est la possibilité, plutôt la faculté de stocker plus. Parce qu'aujourd'hui, notre comportement avec notre intestin n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui vont manger la même chose, il y en a qui va prendre du poids et l'autre pas. Et aujourd'hui, ça dépend de deux choses. Ça va dépendre des qualités de fibres que je mange au niveau du repas, mais ça va aussi dépendre des qualités des bactéries qu'on a dans le microbiote. Et donc, si on a les bonnes fibres, c'est-à-dire ces acides gras chaîne courte qui produisent du butyrate, on va produire des GLP-1 qui donnent la satiété et des GLP-2 qui réparent l'intestin. Mais si j'ai les mauvaises bactéries, je vais stocker plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'intestin, plutôt le cerveau, il a cette faculté de demander à l'intestin d'optimiser le stockage et le passage alimentaire. Et donc, il se prépare à la prochaine phase de famine parce que des régimes répétés veut dire des privations répétées. Et donc, ce n'est pas la bonne solution pour perdre du poids d'une manière durable. Alors justement, qu'est-ce que le cerveau interprète comme privation? Est-ce que c'est moins de gâteaux, moins de chocolat, c'est moins de quantité de protéines, c'est moins de quantité de légumes? C'est quoi exactement la privation pour le cerveau? Alors, très très bonne question. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quand je fais un régime hypocalorique, et aujourd'hui le terme régime est banni de la prise en charge, parce que depuis ces dernières années, on parle plus de micronutrition. Alors, dès qu'on baisse les calories, on va baisser l'apport micronutritionnel. Et puis, on se retrouve avec des carences micronutritionnelles. D'ailleurs, c'est l'apanage du Maghrébin en général. On nous appelle un pays en transition nutritionnelle et nous portons en nous, je parle des obèses maghrébins, une double charge de malnutrition. C'est-à-dire le maximum et le minimum. On a de l'obésité, mais on a des carences micronutritionnelles. Ben forcément, quand on crée des carences micronutritionnelles dues à l'hypocalorie, le corps par la suite, physiologiquement, il va s'adapter pour Alors, compenser le manque de vitamines et de minéraux.
Honnêtement, docteur, j'ai eu du mal à comprendre déficit, hypocalorie, hypercalorie, de façon simple. Est-ce que c'est manger moins de protéines, moins de légumes, ou moins de sucreries, se faire moins plaisir? Est-ce que même la frustration, si vous permettez, juste une petite question, est-ce que même la sensation de frustration, par exemple, vous me mettez devant moi une assiette de chocolat, ok? C'est mon péché mignon. Je suis en période, on va dire, de régime. Je décide de ne pas en prendre. Mais mon cerveau enregistre une frustration. Est-ce que ce signal aussi est enregistré par le cerveau, envoyé au corps plus tard, etc. Voilà. Comment savoir si je suis en restriction ou pas? Oui, effectivement, parce que même la frustration, elle va nous donner ça. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, il y a une mémoire au niveau du cerveau et même au niveau de l'intestin. Je vais vous donner juste un petit exemple. Les enfants qui sont nés durant la guerre mondiale sont hypotrophiques, c'est-à-dire ils ont un faible poids. Et deux générations après, leurs petits-enfants se sont rappelés de la famine et ils sont nés de faible poids. C'est-à-dire, imaginez, c'est-à-dire que oui, si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas mangé du chocolat, votre cerveau fera tout pour que vous le mangiez plus tard. Donc, c'est important aujourd'hui de dire ça, c'est-à-dire on va traiter un terrain, on ne parle plus de régime, on parle plutôt d'un apport alimentaire équilibré. Donc, c'est très, très important pour pallier aux carences micronutritionnelles. Alors, un simple exemple pour comprendre, c'est quoi? Plus l'alimentation est transformée, plus il y a des calories, moins elle est riche en micronutriments, c'est-à-dire moins elle est riche en vitamines et minéraux. Mais quand je fais une restriction, eh bien forcément, automatiquement, je baisse mon apport en vitamines et en minéraux, et forcément, je crée des carences, et le corps, il va se venger, il va essayer de compenser ces carences en augmentant l'appétit, en augmentant l'assimilation, en augmentant l'absorption. Tous les moyens sont bons pour combler les carences, c'est une question de survie. Alors, c'est quoi la solution? C'est pas de restriction, mais c'est choisir les bons aliments au bon moment? Absolument. Aujourd'hui, on parle plus d'équilibre, d'hygiène de vie, d'un ensemble de choses. On traite le profil micronutritionnel du patient, c'est-à-dire traiter le terrain, régler le problème. On apprend aux gens à manger équilibré, sain, mais on leur apprend aussi, et c'est très important, à se faire plaisir sans que ça se voit sur leur ligne, en leur donnant des astuces, comment équilibrer les journées, comment le meilleur moment de prendre un carré de chocolat, de se faire plaisir, parce que la vie, c'est aussi le plaisir gustatif. Il n'y a pas que la quantité. Et donc, c'est ça, les nouvelles approches qu'on a aujourd'hui dans la micronutrition. Le terme régime est complètement banni. On est plus dans l'hygiène de vie, dans bouger, faire du sport, être bien dans sa tête, et puis se faire plaisir au bon moment sans qu'il se voit sur sa ligne. Je ne sais pas pour vous, Myriam, je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais je pense que nombreux ont envie d'emmener avec eux ce fameux conseil. À quel moment de la journée consommer son carré de chocolat? Vous l'avez dit, docteur Karim Louali. Alors justement, à quel moment quel est le meilleur moment de la journée? Alors, le sucré ou le dessert sucré a toujours été le vrai dessert et non les fruits. Donc, vaut mieux garder son fruit 1 heure avant ou 3 heures après pour faire une collation et garder cette douceur sucrée sur le repas copieux. Pourquoi? Parce que quand on prend du sucre et on a pris un bon bol alimentaire, il est noyé dans le bol alimentaire, il ne se comporte pas comme un sucre rapide. Je vais donner juste un simple exemple, c'est l'anniversaire. J'ai un beau gâteau d'anniversaire que je vais prendre. Alors, si je prépare l'anniversaire l'après-midi, et ben dans la table, il y aura beaucoup d'amuse-gueule, beaucoup de choses pas saines et hypercaloriques. Par contre, j'aurai faim. Ça veut dire que je vais me gaver avec des choses qui sont très caloriques et qui ne vont pas me rassasier. Et donc, je vais à la fin forcément prendre une part de gâteau. Par contre, si je prépare mon anniversaire avec un déjeuner ou un dîner, je vais manger des fibres, je vais manger des protéines, je vais manger équilibré et je vais réserver le gâteau d'anniversaire en dessert. Une petite part me suffit parce que j'ai bien mangé. Et puis cette part, si elle est noyée dans le bol alimentaire, il n'y aura pas de pic d'insuline et ça ne se voit pas sur ma ligne. Donc voilà, la bonne douceur sucrée, c'est toujours avec le repas sur un ventre plein. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui sont à table, justement, et qui peuvent se permettre leur petite douceur tout de suite. Merci infiniment, Dr Karim Louali, d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Myriam, merci beaucoup pour cet espace. Merci à vous, Yasmine. On retiendra qu'on peut se faire plaisir après les repas. Absolument. Et pas entre les repas. Justement. Oui, on va se faire une petite douceur. Une petite douceur de chocolat. C'est ça.